informatique, hein, donc j'ai une vue un peu technique des choses et beaucoup moins savante sur l'entreprise qu'auparavant. Donc moi je suis parti de quelque chose d'assez une vision un peu plus classique, hein. Alors peut-être que c'est justement, je me suis dit, c'est peut-être un traquenard ici. Parce que l'entreprise du futur, bien sûr, moi ça m'a évoqué un peu ce qu'on a appelé, en plus si vous êtes avec les Allemands, bien sûr, l'entreprise 4.0. Hein. Moi je suis vraiment parti de cette idée-là, et ce qui donne effectivement à l'intelligence artificielle toute sa place là-dedans. Et donc, partant de cela, donc, je voudrais d'abord rappeler ce que c'est pour qu'on soit bien d'accord là-dessus, voir un peu la place de l'intelligence artificielle. Je n'irai pas très loin, hein, mais juste pour essayer de le préciser. Puis aller un peu plus loin et se demander ce que c'est comme organisation sociale qui est derrière. Et là, j'ai repris des travaux que j'avais fait il y a un certain temps sur la surveillance. Hein, et donc, je me demande, est-ce que c'est ce que j'avais appelé un catopsychone. Alors, je vous expliquerai peut-être ce que c'est qu'un catopsychone. Peut-être, Daniel, tu te souviens peut-être même. Ouais, un peu, hein, mais les autres, peut-être pas trop. Donc on va revenir là-dessus, justement parce que j'ai envie de retravailler en plus sur ces notions-là que j'avais commencé à explorer il y a 7-8 ans, et puis qui, me semble, sont vraiment pertinentes, et sont des clés d'entrée, me semble-t-il, dans la réalité sociale contemporaine. Alors tout d'abord les termes, hein, entreprise du futur, usine du futur, hein, puisque c'était là-dessus que le débat portait. Et puis, bon, bien sûr, moi, ça évoquait quand même les aspects industrie 4.0. Alors après, justement, la question du 4.0, elle mérite, je crois, d'être discutée un tout petit peu, hein, parce que il y a bien sûr une ambiguïté entre le N.0, hein, parce qu'on a dit du web qu'il était 2.0, 3.0, 4.0, hein, et on ajoute un peu comme si c'était des générations. Et je voudrais peut-être reposer la question, parce que ça mérite vraiment, je crois, sauf c'est évident pour tout le monde, mais il me semble quand même que ça mérite une petite discussion, parce qu'il y a des ambiguïtés là-dessus. Alors bon, je vais essayer donc de reposer les choses classiquement, ensuite de revenir là-dessus, et puis ensuite on verra l'aspect IA, hein, mais plus pour stimuler la discussion, hein, pour entrer dans le détail. Bon alors, l'idée donc de l'industrie X.0, avec X appartenait pour l'instant à 1, 2, 3, 4. Hein. Non, c'est intéressant parce que vous voyez, par exemple, les Japonais ont introduit il y a 35 ans, hein, vous vous en souvenez pour certains, les plus anciens, hein, les projets d'ordinateurs de 5e génération. Et à l'époque, on ne savait pas ce que c'était la 3e génération d'ordinateurs. Hein, et on savait la première, la 2e, la 3e, la 4e, on ne savait pas. Et les Japonais sont allés, paf, ils ont mis 5e génération. Et je vais revenir là-dessus parce que c'est... aujourd'hui, donc, c'est certainement quelque chose un peu de cet ordre-là, sauf que c'est X.0. Alors pourquoi? Est-ce que c'est juste une mode? Enfin, est-ce que ça a un sens particulier, ça? Alors, moi, j'ai supposé que le 1.0, c'était la première révolution industrielle. Mais j'en sais rien, enfin, c'est ce qu'on a l'air de dire en tout cas. Hein. Et le 2.0, la deuxième, vous voyez, j'ai piqué cette image qui nous laisse entendre effectivement que ça se décline comme les différentes révolutions industrielles. Alors je vais rappeler peut-être ce que c'est, et puis après on va revenir, enfin pour moi en tout cas c'était utile, mais je sais pas si c'est évident pour tout le monde, hein, donc je suis un peu gêné, je peux accélérer sinon, hein, mais donc moi ce que j'avais compris c'est que la première révolution industrielle, hein, c'était lié à l'utilisation des sources d'énergie nouvelles, en particulier de la machine à vapeur, pour mécaniser la production. Et donc, bien sûr, chaque fois, on va voir qu'il y a d'un côté un changement technologique et d'un autre côté un changement social. Il va y avoir quand même un certain nombre de gens qui vont être employés dans ces industries. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont, quand on discute un peu avec des spécialistes, des historiens, ce sont des ouvriers au sens étymologique, c'est-à-dire que ça demande quand même une assez grande compétence à l'époque d'être dans ces industries. Et ensuite, à partir de 1850, on va avoir la deuxième révolution industrielle qui là va être
amené du point de vue technique par l'électricité, mais bon, c'est peut-être pas seulement ça, c'est aussi, je crois, une mécanisation, enfin plus exactement, le travail va devenir de plus en plus, comme c'est une production de masse, il va devenir de plus en plus catégorisé, c'est-à-dire que le geste est réduit, hein, c'est du taylorisme, etc. Hein, et ça, je crois que c'est vraiment très important parce qu'on va revoir hein, des choses qui changent. On peut dire, hein, on passe, et justement, ça va peut-être aller contre ce que tu dis. Hein, je pense que je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis fondamentalement sur le fait, hein, donc c'est pour ça que c'est intéressant, hein, sur le fait que c'est une tendance très très longue de réduction du travail humain pour le remplacer par le travail des machines. Je crois que c'est un peu plus compliqué que cela. Et donc effectivement, là on peut dire, hein, on passe donc d'un travail effectivement qui est un peu allégé, hein, puisque avant il fallait, enfin, le travail humain c'était vraiment un travail de porteur d'énergie, etc. Donc on l'automatise et ensuite on automatise et le geste est réduit, c'est-à-dire qu'on a justement, c'est là, enfin toute la misère ouvrière, elle naît à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est de moins en moins un ouvrier et c'est de plus en plus un esclave, c'est-à-dire quelqu'un dont l'activité est réduite à l'exécution d'un seul geste hein, qui est bien calibré hein, pour être certain, bien sûr, qu'il y a une rapidité, une fiabilité, etc. Hein, donc c'est ce que moi j'avais cru comprendre de la deuxième révolution industrielle. Et la troisième révolution industrielle, là, ce serait effectivement la révolution des années 70, hein, avec en France ce qu'on appelait les ateliers flexibles, donc l'électronique, hein, la production d'automatisme, et donc effectivement la réduction de travail, puisqu'il s'agit bien évidemment de remplacer un certain nombre de travailleurs. Donc jusque-là, on est assez d'accord, hein, mais c'était des générations. Alors donc je voulais faire un commentaire donc, que j'ai initié tout à l'heure sur la notion de numérotation. Donc on parlait hein, des ordinateurs de première, deuxième, troisième génération, et ça on sait à peu près ce que c'est. Les ordinateurs de première génération, c'était les ordinateurs avec des dispositifs électroniques qui étaient des lampes ou des diodes. Hein, c'était l'ENIAC, hein, c'était des énormes gares hein, avec plein de choses. Et puis la deuxième génération, ça vient du fait que on va miniaturiser ces dispositifs, les rendre beaucoup plus fiables, hein, et c'est l'invention du transistor. Quelque chose tout à fait extraordinaire. Hein. On a un peu oublié hein, à quel point ça a été formidable. Puis la troisième génération, c'est le fait que ces transistors sont plus des composants indépendants, mais on va les intégrer sur un circuit. Et donc, ça veut dire qu'on va tout mettre sur tout petit dispositif, et puis ensuite ces circuits, on va les fabriquer avec les processus qu'on connaît, hein, qui conduisent à la miniaturisation. Hein. Donc, vous voyez, ce dispositif, en réalité, hein, il cache derrière le petit chip hein, qui lui-même hein, est fabriqué de façon industrielle, hein, avec une réduction des coûts, hein, la loi de Moore, hein, bien sûr, c'est lié à ce genre de choses. Donc jusque-là, on est assez content. La quatrième génération, on ne savait pas très bien ce que c'était. On pensait qu'il y avait des langages, etc. Et les Japonais, ils sont arrivés à la cinquième génération. Alors la cinquième génération, je ne sais pas si vous vous en souvenez, hein, parce que personne ne comprenait. Enfin, moi, je me souviens, en France, les gens... Mais en même temps, on était très contents. Moi, je commençais ma thèse à ce moment-là. Vous voyez, les grands, enfin, qui discutaient. Hein. Et alors, ils étaient ravis parce que on introduisait dans les ordinateurs de l'intelligence artificielle, avec des systèmes de règles. Et surtout, ils avaient imaginé prendre un langage d'intelligence artificielle, et ils avaient eu le bon goût, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de prendre un langage français, qui s'appelait Prolog. Le problème, c'est que personne ne savait ce que c'était que Prolog, parce que l'inventeur de Prolog, c'était un type qui était à Marseille, déjà, il n'était pas à Paris, il publiait très peu, et en plus, il était bègue. Il dit que quand il s'énervait, vous vous souvenez c'est Alain Colmera. Quand il s'énervait, il se mettait à bégayer, ce qui est drôle d'ailleurs pour l'inventeur d'un langage. Bon, c'était un type tout à fait génial, hein, mais c'est vrai que les gens se foutaient de lui. Moi, j'étais fasciné parce que j'aimais la logique, et donc effectivement, j'ai programmé tout seul sur Prolog à Orsay, mais personne d'autre ne faisait du Prolog hein, à l'époque. Donc le fait que les Japonais s'intéressent à ça a vraiment été formidable pour lui, hein, mais aussi quand même pour la France, parce qu'on s'est dit, bon,
on est un peu dans la ligne. Heureusement qu'il y a les Anglais pour une fois, parce que ils ont piqué le langage. Ils ont changé la syntaxe. Je vous raconte la petite histoire. Je veux dire, c'est drôle parce que Kolmeier, qui était français, ils avaient l'idée que les noms communs commençaient par une minuscule et les noms propres par une majuscule. Et les Anglais, qui font toujours le contraire, ont inventé une nouvelle syntaxe où ils ont fait commencer les noms communs par des majuscules et les noms propres par des minuscules. Les noms communs, c'est-à-dire les variables qui peuvent être substituées, et les noms propres par des enfin voilà, bon, c'est la petite histoire, c'est assez drôle. Donc ils ont fait une autre syntaxe, mais ils ont été très gentils, ils l'ont cité. Heureusement, parce qu'ils ne publiaient pas du tout. Juste 3 trucs comme ça. Enfin, pourquoi je vous dis ça? Parce que, donc, on parlait de génération. Et puis, tout d'un coup, on s'est mis à parler avec le web de X.0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un web de 2e génération? Eh bien, non. Alors, je pense qu'il est important. Est-ce que vous vous souvenez de la naissance du web 2.0? Toi, tu dois te souvenir, Daniel. C'est en... Ah oui, non mais parce que tu enfin, je veux dire, il y a un papier. Il y a un papier. Oui, on sait très bien d'où ça vient. C'est-à-dire que c'est une idée qui n'est pas du tout technologique. C'est-à-dire qu'il y a les technologies existaient toutes. Il faut comprendre l'histoire. L'histoire, c'est une histoire économique. C'est-à-dire qu'au début du web, fin des années 80, en réalité début des années 90, peu progressivement, l'euphorie, ça va très vite. Tout le monde s'excite. Alors en France, on est à Télécom ici. Les patrons des télécoms, ils n'étaient pas très contents parce qu'ils savaient facturer le Minitel, ils savaient facturer des systèmes centralisés, ils ne savaient pas comment faire. Et bon, ils ont freiné des cas de fer, en disant, moi je me souviens, les spécialistes des réseaux qui nous disaient, mais ça va pas du tout, ça marchera pas. Et ça s'imposait parce que tout le monde avait envie, c'était gratuit. Mais quand même, il y avait un problème, c'est qu'il y avait plein de gens qui se disaient, d'accord, c'est gratuit, mais comment on fait pour faire de l'argent? Pour que ce soit viable, il faut faire de l'argent. Mais en même temps, ils se disaient, on est sûr que l'avenir est là. Donc, comme on est sûr que l'avenir est là, on mise. Et donc, on investit partout où il n'y a pas d'argent. Et moi, je me souviens, à l'époque, dès qu'il y avait un projet qui était loufoque, on investissait. Et quand le type avait la bêtise de dire, voilà, j'ai un business plan qui est à peu près raisonnable, on ne s'intéressait pas du tout à lui. Il fallait un truc qui ne marche pas. C'est-à-dire qu'il soit du rêve. C'était de la spéculation, au sens fort, c'est-à-dire un miroir qui reflétait. Et bien sûr, moi je me souviens par exemple, je crois que c'était en 99, on avait développé avec 2 de mes étudiants un système qui faisait de l'accès par le contenu multimédia. Donc on chantait, on sifflait, on fredonnait, puis trouvait l'air de musique. Donc on avait fait un papier, on a publié aux ACM, on était content, le truc marchait bien, et puis ensuite je rentre, puis un journaliste vient me voir, puis je lui parle de ça, il fait un papier, j'ai eu 15 capital risqueurs qui sont venus pour monter une boîte. Et dire non, il se trouve qu'on n'avait pas envie de monter une boîte. Bon, ça arrive dans la vie. Dire parce qu'il y avait un de mes étudiants qui repartait, il était lituanien, l'autre il se mariait, il voulait aller dans le sud de la France, et moi j'avais d'autres trucs à faire. On n'a pas monté de boîte. Mais effectivement, c'était Shazam en puissance. Donc, il y avait ça. Bien sûr, comme ça allait dans tous les sens, on voyait bien que ça pourrait pas marcher. Donc il y a eu une fièvre incroyable, plus l'éclatement de la bulle. Mais après l'éclatement de la bulle, il y a quand même des gens qui disaient, mais quand même, Internet, c'est drôlement important. Donc effectivement, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là où on trouve, tu te souviens, c'est en 2004, le type qui invente ça, c'est un éditeur, c'est pas un technicien. Et il ramène avec lui tous les spécialistes qui avaient... Donc, tous les industriels de ces sociétés-là. Et là, il se dit, on va réécrire le web. Et à ce moment-là, la réécriture, quand on est un informaticien, quand on réécrit, on fait une version 2.0. Et c'est ça qu'il voulait dire. Mais en réalité, ce qu'il réécrivait, c'était pas la technologie. Il réécrivait l'économie du web sur le web. Et cette réécriture, elle faisait appel à l'IA parce qu'il y avait l'idée de reprendre tous les retours d'usage et de les exploiter de façon systématique et de concevoir en fonction des retours d'usage. C'est une grande modestie. Et en même temps, de saisir les rumeurs et à partir de ça, d'être capable de les sentir. Alors, bon, je pourrais raconter plein de trucs, parce que moi, je me souviens, j'avais été invité chez Accor juste avant. Les industriels, ils racontaient, ils avaient des vues
ancienne, c'est-à-dire que c'était l'entreprise précédente. Ils n'avaient pas compris que c'était une nouvelle façon de voir les choses, c'était des industries de l'information, et qu'il y a une nature propre de l'information, qui est le fait que la rumeur, enfin tout peut se détruire du jour au lendemain, donc il faut traiter. C'est pour ça c'est pour ça que les gens font du big data. Hein, au départ, c'est parce qu'ils doivent reprendre tout ça. Moi, je me souviens, Accor donc m'avait invité à une école d'été, des patrons, pour ponctuer les choses, pour donner un peu de sel. Et j'avais pris mon rôle au sérieux. Alors moi, j'arrive, hein, et je vois, il y avait tous les patrons d'Accor, le grand patron, au corps des finances, hein, donc c'est pas n'importe qui. Hein, et puis, donc, il avait invité tout un tas de gens. Et puis là, je fais un truc simple, que vous auriez certainement fait. Je prends le mot hôtel, je tape dans un moteur de recherche qui était tout nouveau à l'époque, qui s'appelait Google, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et là, pas un hôtel du groupe Accor dans les 30 premiers résultats. Alors j'aurais dit, vous voyez, c'est ça qui est important, mais il y a des techniques, c'est le référencement. Il était furieux. Et il me dit, ça prouve bien que notre stratégie est la bonne, il ne faut pas utiliser les moteurs de recherche, on va avoir notre portail. Alors bon, là, ça ne pouvait pas... Enfin, tout ça que vous compreniez, vous voyez, ce type de choses, ça c'est la réécriture. Alors après, effectivement, les réécritures suivantes, hein, les gens nous ont dit, c'est le web 3.0, alors on se perd, hein, le web sémantique, c'est le 4.0, enfin, c'est complètement... Mais c'est absurde, parce que... Tim O'Reilly, 10 ans après, en 2014, hein, il a dit, on lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a après le 3.0 ? Il dit, mais les gens n'ont pas compris. Parce qu'en fait, le web 2.0, c'est un web au carré. Hein, c'est ça qu'il voulait dire. Hein, il parlait d'autre chose. Alors, donc, ce qui est important, hein, je crois que c'est ça, c'est la transformation de l'économie du web avec la récupération des données d'usage. Alors maintenant, je voudrais venir à l'industrie 4.0. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, donc, il y a plusieurs changements. Là, il y a un changement technologique. Plus exactement, il y a l'utilisation de tout un tas de technologies, alors qui ne sont pas tout à fait neuves, mais qui, bien sûr, vont contribuer à transformer un certain nombre de choses dans l'entreprise. En tout cas, c'est ce que moi j'ai cru comprendre. Moi, j'en ai discuté avec un certain nombre de gens, puis j'ai lu des papiers. Hein. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Mais donc, qu'est-ce qu'il y a ? Il y avait la technologie des RFID. Donc ça, c'est pas nouveau, la technologie des RFID. Mais bon, c'est important, ça permet de tracer les choses à tout moment. Il y a des capteurs. Les capteurs, ils sont de moins en moins chers. Par exemple, je sais pas, hier on avait quelqu'un on avait un colloque franco-japonais, il y a un type qui nous explique comment avec les capteurs, il est capable de réguler la température, de faire des économies d'échelle, parce que on peut en avoir partout les capteurs. Et puis ensuite, il y a les objets connectés. Donc ça encore, c'est quand même une réalité contemporaine. Ça veut dire que on peut avoir, je sais pas, sur chaque camion, sur chaque employé, enfin, je veux dire, partout il y a on sait ce que tout le monde fait à tout moment. Et donc ça c'est drôlement important. La réalité augmentée aussi. Ça veut dire que, sur les lunettes, quelqu'un, ce que je présente ici, il y a un écran et puis il voit un supplément d'information qui le renseigne sur tout un tas de choses. Et ça, vous voyez, c'est une réalité technologique qui est extrêmement importante. Donc, première réalité, tout l'apport de ces différents composants. Et puis, deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a ça, eh bien, on va avoir énormément d'informations. Et donc, il va y avoir une deuxième phase, c'est que on va avoir du logiciel qui va interpréter ces immenses quantités de données. C'est pour ça qu'il y a de l'IA. Je veux dire, elle est nécessaire, l'IA. Et c'est pas tant pour automatiser le travail. C'est parce que, je veux dire, c'est dans cette logique-là. Alors, je vais vous donner, vous voyez, on fait de l'apprentissage, on anticipe, on traite en temps réel les données. Et ça change énormément. Alors, je vais vous donner un exemple. Il se trouve que j'étais invité par, je sais pas, la chambre de commerce de la logistique pour parler d'intelligence artificielle. Justement, il parle de logistique 4.0. Alors, je lui ai demandé après, je lui ai dit, c'est ça, mais bien sûr, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le calcul du stock dans un supermarché, on le calcule en temps réel aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'attend pas de faire l'inventaire le soir. Et ça veut dire que ça, ensuite, c'est directement envoyé aux entrepôts. Et donc, à ce moment-là, en temps réel, on peut réapprovisionner. Ça, c'est quand même... on peut aussi avoir des mesures extrêmement fines,
parce qu'on connaît les stocks de chaque chose, et on peut ensuite faire des études longitudinales et être capable de prévoir avec une extrêmement grande fiabilité l'évolution des stocks. Donc on peut mesurer la taille des entrepôts, dimensionner le réseau de transport en fonction de ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est un exemple, mais ça change bien sûr énormément de choses dans toute la logistique, mais pas seulement dans la logistique, hein, dans la production, on voit bien que... Donc à mon sens, c'est un peu ça hein, que les gens appellent l'industrie 4.0, hein, et... les Allemands, de ce point de vue-là, hein, ont pas mal de réflexions. Alors, j'ai compris effectivement qu'en France, on est un tout petit peu en retard. Parce que, bon, ça date de 2011 en Allemagne, hein, comme notion, mais quand même, les industriels sont en train de se mobiliser là-dessus. Donc, vous avez mentionné des échanges entre la France et l'Allemagne. Je suppose que c'est un peu autour de ce genre de choses. En tout cas, j'aimerais bien en discuter. Moi, ce que j'ai vu, c'est que, par exemple, en France, il y a l'université de technologie de Troyes, hein, est justement en train de réfléchir un peu à ce genre de choses. Hein. Je sais parce qu'en plus, comme nous, dans les plans de prévision, hein, ils doivent rejoindre notre commuée, hein, notre université, on n'a plus de commuée, hein, Sorbonne. donc on a des liens avec eux. Mais donc voilà. Alors bien sûr, avec ça, hein, on peut rajouter d'autres choses comme l'utilisation de recherche d'informations pour l'entreprise. Hein, ça peut rentrer tout à fait hein, dans ce type de choses. Hein, mais tout ça, hein, c'est... Alors, après, oui, moi j'ai pris ça hein, comme diagramme. Oui, c'est exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire que simulation, intégration, hein, Internet des objets, hein, parce qu'effectivement, on va avoir des objets connectés partout. Réalité augmentée, hein, et puis bien sûr big data. Donc on retrouve chaque fois hein, les mêmes dimensions. Alors bien sûr c'est un peu a priori hein, ça a l'air d'être un peu flou, mais en même temps la logique qui est derrière, on voit que ça permet, de même que le Web 2 réécrit un peu le web, de même effectivement on va réécrire un peu ce que c'est que la logique d'une entreprise avec ça. Et donc ça va avoir ensuite, hein, à mon sens, des conséquences sur l'organisation, sur l'organisation du travail. Hein, tout le cycle va se transformer. Donc là encore, hein, c'est un schéma, mais ça ressemble à ce dont je parlais tout à l'heure. Hein, effectivement, on a le code barre, on sait exactement où sont les choses, comment elles sont, comment on est capable de les récupérer à tout moment, etc. Donc voilà, ça c'est cet aspect-là. Alors à partir de ça, bien sûr, il y a deux questions. Bon, d'une part sur le travail, hein, et puis ensuite, je ferai une réflexion sur justement le catopticon, hein, sur le changement d'organisation. Alors sur le travail, hein, moi je pense quand même que on est passé de plus en plus hein, d'une dépense physique, hein, même je veux dire, la première évolution industrielle, hein, on supprimait une partie de l'activité physique. La deuxième, on supprimait encore plus, mais c'était quand même un geste répétitif, c'était un geste. Hein. La troisième, donc effectivement, on mettait des gens au chômage, mais c'est vrai que de plus en plus, je veux dire, le travailleur, il va avoir une activité cognitive. Et c'est ça hein, qui, à mon sens, hein, est essentiel, avec effectivement la possibilité non seulement de supprimer les tâches physiques, mais aussi de supprimer un certain nombre de tâches répétitives, de tâches routinières. Pas toutes les tâches routinières d'ailleurs, parce que je crois qu'il y a un certain nombre de tâches qui sont liées à la présence physique, oui, qui, je pense, ne vont pas disparaître. Hein. Les tâches d'hôtesse par exemple, et même je ne suis pas certain qu'en dépit de ce qu'on dit sur la voiture autonome, je veux dire, il y a plein d'éléments qui peuvent dire le contraire. Hein. En revanche, moi je pense qu'il y a une organisation du travail qui se modifie complètement. Et alors là, dans le 4.0, enfin, là c'est vraiment très très net. Parce que, je veux dire, on va avoir des choses qui vont être beaucoup plus souples, beaucoup plus distribuées. Ouais, et donc, ça, à mon sens, ça va plus du tout... en tout cas, les relations hiérarchiques, autoritaires, ne sont pas du tout adaptées pour gérer cette complexité. Et donc effectivement, hein, alors là,
plutôt d'accord. C'est qu'effectivement, il y a plein d'acteurs, hein, on n'est pas obligé d'avoir tout internalisé, on peut externaliser un certain nombre de tâches, très certainement, hein, avec l'idée quand même d'une certaine transparence, hein, parce qu'on ne peut plus avoir des boîtes noires, enfin, l'opacité devient de plus en plus difficile. Et je dirais, elle devient naturellement difficile parce que de toute façon, on a toutes les informations. Hein, donc c'est quand même... donc il sera délicat, hein, de dire à certains, bah non, on ne veut pas que vous ayez accès à tel type de choses. Hein. Donc ça, c'est important. Et puis des modifications de la conception. Hein. Donc là, on est vraiment, hein, dans la poursuite, hein, de ce qu'on avait commencé avec le User-Centered Design. Hein, mais bon, bien sûr, ça c'est parce que bien sûr les retours d'usage sont permanents. Donc c'est les retours à l'intérieur du processus de fabrication, mais aussi les retours avec les utilisateurs. Hein. Et donc ça, bon, sont des choses essentielles, mais qui sont quand même, je pense, extrêmement centrales aujourd'hui. Hein. Et alors, donc, juste donc sur l'emploi, hein, donc effectivement, enfin, je ne veux pas rentrer dans le détail parce que j'ai pas beaucoup de temps, hein, mais bon, des conséquences sur la formation. Hein, et effectivement, enfin, toutes les analyses qui nous prédisent des catastrophes comme une disparition de 50% des emplois d'ici 30 ans, ou les analyses d'Oxford, quand on les lit de près, c'est incroyable. L'analyse de Moshe Vardi, c'est un roboticien. Donc il se trouve que quelques mois après, je suis allé à France Stratégie, et là j'ai rencontré Jean Pisani-Ferry. Je lui ai dit, mais moi ça me paraît bizarre, j'y crois pas. Et il me dit, nous, on a été marqués parce que tous les journaux ont repris ça. Et donc on a fait des recherches pour savoir d'où ils tiraient ça. Nulle part, aucune étude. Et quant aux études d'Oxford qui ont paru, il y en a une qui a paru l'an dernier, puis une qui a paru, je ne sais pas si vous les avez lues, hein, mais c'est quand même, l'an dernier c'était risible. Ils sont allés dans deux confdia, NIPS et ICML, et ils demandent aux chercheurs quand est-ce qu'on va automatiser telle tâche. Alors, par exemple, ils disent quand est-ce qu'on automatise la traduction. Bien sûr, les gens, c'est des collègues, ils disent ouais, dans 4 ans, super. Ils disent dans 7 ans, il n'y aura plus de traducteurs. Quand on sait le métier d'un traducteur, c'est absurde. Et puis, il continue, hein, dans 30 ans, il y a une machine qui écrit un best-seller. Ça n'a aucun sens. Il se peut qu'une machine écrive un best-seller, mais ça ne veut pas dire que l'écriture d'un best-seller soit automatisée ou automatisable. Hein, enfin, tout ça pour dire qu'on a affaire quand même à des projections sur le travail qui sont absolument désastreuses. Donc, je crois que c'est bien plus compliqué que ça, la nature du travail, que l'entreprise... Alors, ce qui, moi, me semble important, c'est qu'effectivement, on passe d'une organisation hiérarchique à une organisation hyper connectée. Et je crois que c'est ça qui est important. Alors pour l'aborder, donc je vais reprendre un peu les travaux que j'avais fait un certain nombre d'années, hein, qui me semblent intéressants. J'étais parti d'un concept introduit par ce drôle de mec qui s'appelle Steve Mann, qui est un technologue américain qui s'est intéressé à l'informatique vestimentaire. C'est-à-dire à tous les dispositifs qu'on peut mettre sur... Alors au début, c'était gros, oui, c'était ce genre de choses, mais avec le temps, ça s'est miniaturisé, hein, de plus en plus, et on peut avoir, bien sûr, hein, tout un tas de capteurs de toutes sortes, hein, sur les habits, sur les lunettes, hein, des écrans sur les lunettes, etc. Hein, et ça rend, hein, des services tout à fait considérables. Et à partir de ça, il avait introduit un concept, alors une fois n'est pas coutume, parce que d'habitude, enfin, je veux dire, il a créé un néologisme à partir du français. Donc il a dit surveillance, hein, c'est le fait que c'est celui qui est au-dessus, qui prend l'information et qui regarde. Et il dit le fait d'avoir du pouvoir permet de prendre l'information, et l'information donne du pouvoir, donc ça renforce le pouvoir. Et il dit non, on rentre avec les nouveaux dispositifs dans une société de surveillance, parce que tout le monde peut prendre de l'information. Vous avez votre téléphone portable et vous prenez de l'information, vous êtes sur un quai de métro, il y a les flics qui sont en train de tabasser un type, vous les prenez et vous êtes capable de le diffuser tout seul. Ce sont des choses vraiment qui ont l'air tellement évidentes aujourd'hui, mais qui étaient impensables il y a 20 ou 30 ans. Donc c'est cette logique, hein, qui est extrêmement importante. Alors lui, bien sûr, c'est un idéaliste. Il dit c'est super parce que on va avoir une société transparente. Il dit par exemple, on n'aura plus besoin d'isoloir pour aller voter
parce que tout le monde pourra savoir, parce qu'ils verront sur mes lunettes, tout le monde saura ce que j'ai voté. Donc moi je vais tout dire. Hein. Et donc bien sûr en même temps on peut se dire c'est un cauchemar absolument terrible. Alors il développe plein de dispositifs comme ça. Hein. Il était à l'origine des Google Glass, qui se sont arrêtés mais qui à mon sens vont reprendre. Mais alors ce qui nous intéresse c'est la conséquence de ça. Et je vais donner un exemple, donc la rue des Boulets, hein. Et j'avais travaillé avec le métro. Et c'est très intéressant parce qu'il me disait que dans les années 60-70, ils utilisaient une métaphore de la mécanique des fluides pour savoir les flux de passagers. Et aujourd'hui, c'est plus du tout possible, parce que on a affaire à des agents qui ont des cultures différentes, qui prennent de l'information, qui s'échangent de l'information, qui diffusent de l'information à l'extérieur. Et donc, ils ne peuvent plus du tout faire de la même façon. Et donc, il faut... Ben, c'est un peu ça, les transformations. Et dans le travail, je pense que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir comme ça une masse de travailleurs, comme dans Métropolis, qui arrivent le matin comme ça. Sont des logiques qui sont complètement différentes aujourd'hui. Alors, pour rendre compte de ça, et je pourrais terminer là-dessus, parce qu'on n'a pas de temps, mais on pourra discuter, j'étais parti du panopticon de Bentham, qui a été présenté d'ailleurs par Foucault dans Surveiller et Primer, et qui est important parce qu'il est emblématique de ce que va être l'état de droit. C'est la société de surveillance, donc ça commence en 1780, et vous voyez, il dit c'est pour une maison d'inspection. Alors, c'est une prison. Mais oui, c'est une drôle de prison sur le tableau. Hein. Alors, il y a des cellules qui sont transparentes, et il y a des gardiens dans la tour, et les gardiens, eux, sont cachés. On ne les voit pas, les prisonniers ne les voient pas. Et comme ça, les gardiens, ils peuvent très bien ne pas être là, ou ils peuvent lire, etc. Et Bentham dit, ouais, moi j'aimerais bien être employé comme gardien, comme ça je pourrais bouquiner... parce qu'ils inspireront un respect. Et les prisonniers à l'extérieur ne se voient pas, ils ne communiquent pas entre eux. Voilà un peu un schéma du panopticon. C'est important parce que cette architecture a été développée pour des prisons. Mais c'est pas pour des prisons. C'est-à-dire, quand on lit le papier de Bentham, il dit, et ce sont toutes les institutions du monde moderne, il dit ça peut être pour une fabrique, pour une usine, ça peut être, et donc là on est vraiment dans notre... mais ça peut être pour un hôpital. Et il dit d'ailleurs dans la tour, on n'a pas nécessairement des gardiens, ça peut être des scientifiques qui regardent, des sociologues, ou des médecins. Et puis on peut avoir ça pour un asile, ça pour une école, etc. Donc tout ce que vont être les institutions du monde moderne relève de cela. Voilà, le prisonnier, il est là, donc il ne voit pas, il ne voit que la tour. Et comme la tour est droite, ça lui donne le sens de la rectitude de la loi. Et donc il médite sur le sens de la peine. Il a tout son temps pour ça. C'est un rôle éducatif. C'est pour ça que c'est aussi une école. Alors, donc l'architecture, c'est celle-là, du panoptique. Il y a la tour centrale, il y a une différence hiérarchique, et les cellules sont transparentes. Alors, à partir de ça, je me suis dit, mais ça, c'est une architecture de surveillance. Est-ce qu'on peut faire une architecture de surveillance ? Et je me dis, tiens, c'est intéressant. Dans le monde de surveillance, tout le monde est à égalité. Il n'y a pas les surveillants et les autres, puisque tout le monde prend l'information. Et en même temps, ce sont des sociétés de communication. Donc, je suis reparti de ça. Et je me suis dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider la tour de ses occupants, qui, vous voyez, inscrit dans la pierre une différence hiérarchique, une différence sociale, et on va lui mettre des miroirs. Comme ça, tout le monde peut voir tout le monde. Alors, c'est bien parce que c'est effectivement égalitaire, et ça rend tout à fait compte de cette relation dans l'entreprise, on dit sans hiérarchie. Mais bien sûr, ça a un problème. Alors ici, j'ai trouvé une image d'un catopticon. Voilà, c'est dans un aéroport. Pardon ? C'est des Allemands, Parlement. Oui, au Parlement, ouais. Parlement. Ouais, c'est encore mieux d'ailleurs. Mais alors, ensuite, bien sûr, on peut opposer les deux. Donc, dans les deux, il y a la transparence. Ce sont deux utopées de la transparence, bien sûr, qui ont un sens différent. Absence de communication, communication totale. C'est ça, bien sûr, qui est essentiel. C'est un schéma, bien sûr. Il faut le voir comme ça. Et organisation hiérarchique, et égalité de statut total. Donc, on voit qu'il y a une opposition
entre les deux modèles. Et il me semble que justement, on pourrait se dire, l'entreprise classique, c'est plutôt du côté du panopticon, et l'entreprise 4.0, ce serait plutôt du point de vue de la relation sociale, celle du catopticon. Alors pourquoi je l'ai appelé un catopticon? Juste pour me dire, parce que le panoptique, on voit tout autour, et le catopticon, ça vient de la catoptrique. La catoptrique, c'est la science des miroirs. Et donc ça vient du... Alors, maintenant, bien sûr, ce qui est intéressant, et on va terminer là-dessus, c'est, et alors là, on se rejoindra peut-être, c'est que, justement, le catopticon, ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'étend... Ah oui, il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est que l'une des limites du catopticon, c'est que, si vous avez ici... oui, chacun reçoit énormément d'informations. Et à un moment donné, on reçoit tellement d'informations qu'on ne voit plus rien. D'autant plus qu'on va voir qu'il peut s'étendre à la Terre entière. Alors comment est-ce qu'on fait? C'est bien le problème, c'est que nos limites sont des limites cognitives. Dans l'activité cognitive, les limites sont cognitives. Et pour essayer de surmonter ça, alors ça c'est plutôt une question politique, c'est qu'en réalité, là, il n'y a pas seulement des individus, il y a aussi des systèmes automatiques. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans les cellules des machines, des agents artificiels. Alors, en réalité, on appelle ça, moi j'ai repris un terme qui a été introduit par Luciano Floridi, en anglais, informational organism, les organismes informationnels. Et il contracte, il dit inform. Et alors en français, je me dis, je vais traduire organisme informationnel. Et donc j'ai contracté, ça donne orin. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est que des orins. C'est très intéressant parce qu'il se trouve qu'en termes de marine, un orin, c'est le cordage qui relie la bouée et l'encre de fond. Alors ces orins me semblent jouer un rôle vraiment central, là, parce qu'effectivement, ils sont capables